par quelques éléments venus de l'étranger. Comment on vit cette mission en équipe nationale? D'abord, pour parler de ça, il faut avoir tous les jours à portée de main. Chose qui n'est pas le cas actuellement. Qui n'est plus le cas, effectivement. Oui, parce que ce développement exogène a compliqué plus d'une fois la situation et la donne. En plus de ça, il faut essayer de travailler pour, par exemple, faire un travail et de qualification et de formation. Il faut travailler d'arrache-pied. Il faut être tout le temps, créer ce qu'on appelle un club équipe nationale. Alors, pour en savoir davantage, j'ai l'honneur de recevoir M. Karim Alm, qui est membre fédéral, qui est responsable de la commission des relations internationales de la fédération. C'est Karim Alm, Sabah al-Khair. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Quel temps fait-il du côté de Rabat? Ah, ben écoutez... Ça s'est rafraîchi un peu. Il fait beau, oui, là ça se rafraîchit un petit peu, effectivement. Pour nous permettre de bien passer le cap des 10 derniers jours, là. Alors, Karim Alm, vous êtes membre de la Fédération marocaine de football. Vous avez évidemment, en tant que citoyen, hâte de retrouver l'équipe nationale sur le terrain, parce que ça fait quand même 10 mois qu'elle n'a pas abordé de confrontation officielle. Le temps a été long quand même. Oui, bon, comme vous dites, on a quand même eu le temps de faire un round d'essai il y a une quinzaine de jours. Donc, ce qui est important, au moins sur le plan psychologique en tout cas, c'est de renouer également avec la victoire. Et puis, je pense que c'était une bonne façon, effectivement, de pouvoir préparer l'équipe nationale à son match officiel de samedi. Justement, comment pouvez-vous expliquer cette coupure qui a eu lieu entre le 14 novembre 2009 et le mois d'août? Il y avait des dates FIFA, il y avait possibilité peut-être de continuer à construire, même sans sélectionneur national, avec peut-être un entraîneur intérimaire ou un adjoint ou quelque chose comme ça. Bon, déjà, en tout cas, comme vous dites, il y avait des dates FIFA, mais c'est difficile même d'en parler au pluriel, parce que je pense qu'à mon avis, il y en avait une seule. Et il y avait celle de mars. Il y avait celle de mars, et puis il y avait la possibilité, avant la Coupe du Monde, d'avoir 2 à 3 sparring partners. On est bien d'accord, mais celle avant la Coupe du Monde, c'était pas des dates FIFA. Allô? Oui, je vous écoute. Je dis allô, effectivement, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous au studio, mais c'est juste que j'avais d'autres engagements de travail. J'en profite pour saluer un petit peu tout le monde autour de la table, je n'ai que des amis. Donc je disais que effectivement on a raté une date FIFA. Bon, bien sûr, le temps a paru long parce qu'entre-temps, il y a eu également la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle on n'a pas participé. Et puis, bon, comme vous le savez, il y avait un processus de recrutement d'entraîneur et de son équipe, en réalité. Vous parliez d'adjoint ou d'intérimaire, c'est exactement la situation dans laquelle on est maintenant, puisque Dominique Cuperli, qui a mené avec tout le sérieux que les gens qui le connaissent lui reconnaissent, l'équipe nationale dans le stage de préparation avant le match de Maroc-Guinée équatoriale. Donc Dominique Cuperli s'occupe de cette équipe à titre intérimaire, justement, en attendant l'arrivée de Eric Guérin. Justement, vous avez entrepris pendant quelques semaines des périples en Europe. Vous avez fait partie de cette équipe de dirigeants qui a contacté les joueurs de la diaspora. Où en est-on dans les contacts? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans les médias concernant certains joueurs, concernant leur situation administrative, concernant leurs convictions. Où en est-on réellement pour éclairer l'opinion publique, sachant qu'on ne peut pas disposer encore de ces éléments puisqu'ils ne font pas partie du groupe sélectionné par Cuperli pour ce match face à la Centrafrique? Exactement. Écoutez, donc je pense que c'est important de situer le contexte global dans lequel disons, cette démarche s'inscrit. Il faut savoir que jusqu'à juin 2009 et le congrès de la FIFA de Nassau aux Bahamas, il y avait des restrictions importantes pour que les pays d'origine de certains joueurs puissent faire appel à eux ultérieurement lorsque ces jeunes ont été appelés dans les sélections, on va dire, intermédiaires de leur pays d'accueil. Et c'est de parler plus clairement, vous prenez un joueur
d'origine marocaine, donc qui est né en France, mais dont le père est marocain, par exemple, et qui a eu la chance ou la malchance d'être sélectionné dans une équipe de cadet ou de junior, voire même équipe olympique. Et puis, après, il n'est plus fait appel à lui au niveau de l'équipe A. Alors, jusqu'à avant le congrès de Qatar de 2003, le joueur était perdu complètement pour son équipe nationale du pays d'origine, c'est-à-dire le Maroc. Le congrès du Qatar, en 2003, a dit, bon, allez, on va permettre à ces jeunes d'être rappelés dans leurs équipes nationales d'origine jusqu'à la limite de l'âge de 22 ans. Et puis, après, on leur a dit, non, mais d'accord, c'était une avancée, donc on a pris naturellement, parce que nous faisions partie des pays, comme tous les pays africains notamment, donc des pays qui bénéficieraient un petit peu de cette démarche. Mais par la suite, une fois que cette chose a été prise et actée, on a demandé aux gens de la FIFA, on a demandé au congrès de la FIFA, nous étions parmi les pays, les fédérations donc, qui ont milité pour cette démarche, pour dire, non mais une fois que ce joueur, au-delà de 22 ans, n'a pas été appelé par son équipe, disons, d'adoption, la France, en équipe A, à 23 ans, à 24 ans, à 25 ans, ils ne l'ont pas appelé. Ce joueur doit être perdu pour le football international? Et cette mesure a été adoptée aux Bahamas, et justement, un des premiers pays qui en a profité, c'est l'Algérie. Non, mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Dans cette affaire, je pense qu'il ne faut pas parler de pays. Il faut parler d'abord des joueurs, parce que c'est de eux qu'il s'agit, et puis de la population des pays, à la limite, à laquelle appartiennent ces joueurs. Donc, à la fin, de toute façon, c'est injuste qu'un joueur puisse être, on va dire, pris en otage par une fédération ou par un pays sans qu'il puisse faire être appel à lui. C'est pas possible. Donc, on a tenu effectivement donc ce langage au Congrès des Bahamas. Il y a eu un vote qui était serré. Parce que naturellement, comme vous imaginez, les Européens, donc, qui sont un peu les bénéficiaires de cette mesure un peu, on va dire, léonine, se sont opposés avec véhémence donc à ce que ça puisse passer, mais en faisant des alliances avec d'autres pays de confédération asiatique notamment, nous avons pu obtenir ça. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs donc qui, il y a 2 ans par exemple, ne pouvaient même pas venir donc en équipe nationale du Maroc, et du fait de cette mesure qui a été décidée donc aux Bahamas il y a 1 an, on peut faire appel à eux aujourd'hui. Donc effectivement, ça ouvre le champ des prospections beaucoup plus que ce qui existait il y a 2 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Effectivement. Alors, maintenant, ce problème est un problème délicat. Donc la FIFA souhaite que le joueur qui n'est plus un jeune, qui n'est plus un mineur, puisse quand même prendre sa décision sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y ait, en termes juridiques, ce qu'on appelle des vices du consentement. Donc, il faut qu'il fasse une demande écrite, envoyée à la FIFA, et cette demande doit être également motivée, donc il doit expliquer, même sommairement, un petit peu les raisons qui le poussent, etc., à aller dans le sens, donc, pour que par la suite, donc, cet écrit ne puisse être produit comme pièce en cas de litige ou de... Et concrètement, c'est Alem, quels sont les joueurs marocains qui ont fait cette demande depuis l'adoption de cette mesure par la FIFA? Bon, écoutez, moi, je vous comprendrai que je ne puisse pas vous en donner une liste exhaustive parce que au moins quelques noms. Non, je ne suis pas en train de me dérober, mais je veux quand même vous expliquer ce qu'il en est. Il faut savoir que ce n'est pas parce que le joueur a décidé de faire cette démarche qu'automatiquement il va être sélectionné. Il a un agrément et il a une place en équipe nationale et puis qu'elle devient à lui et qu'on va lui donner un titre foncier. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il fait partie de tous les joueurs auxquels on peut faire appel lorsqu'il y a un regroupement d'équipe nationale, en fonction de leur état de forme, en fonction également du niveau des autres joueurs par ailleurs, etc. Donc je ne peux pas venir vous dire par exemple que tel joueur, peut-être que nous n'avons pas encore appelé, a fait cette démarche pour que demain on écrive dans les journaux, bon ben voilà, les Marocains ils ont pris les joueurs en question, ils l'ont privé de jouer avec je sais pas quel pays et puis eux-mêmes ils n'en profitent pas. Pour ne rien vous cacher, ils sont pas nombreux dans ce cas, mais je vais vous donner un exemple. Il y a un joueur donc qui joue en championnat d'Allemagne. Azouar. Et qui a, pardon. Azouar. Nimoun Azouar. Absolument, donc qui a fait cette démarche. Donc il fait partie de ces joueurs-là. Donc je ne vous en donnerai pas une liste complète pour les raisons que je viens de vous dire,
Mais vous devez savoir aussi que ce type de démarches sont des démarches très serrées, parce que même au moment où vous commencez, vous, à vous intéresser de près à un joueur que son pays d'adoption a laissé un petit peu de côté, ils se disent, bon ben tiens, on va couper le pied sous l'herbe, on va couper l'herbe sous le pied des Marocains, et puis on va faire appel à ce joueur une fois pour toutes, et comme ça on n'en parlera plus. Donc il faut être discret, efficace, perspicace, et pour que les choses puissent marcher. Par exemple, je vais vous donner un contre-exemple. Adil Rami est parti très vite en équipe nationale parce que il y avait sans doute dans l'esprit des Français l'idée que les Marocains étaient en train de faire du travail à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que dans le cas de Rami, il n'a jamais fait de demande officielle, il n'a jamais, il a toujours été convoqué, il a toujours décliné ses sélections. Il a toujours été convoqué. Peut-être que ce n'est pas le terme qu'il faut employer. Disons, il était dans la présélection. Bon, il a été effectivement présélectionné à l'époque de Roger Lemaire, c'est vrai. Ce n'était pas donc une sélection officielle, mais comme je vous le dis, il y a dans des affaires comme ça ce que l'opinion publique connaît à travers des relais qui sont la presse, qui sont vous. Et puis il y a la réalité des choses. Donc vous savez, très souvent, les gens disent des choses officiellement pendant qu'il y a des tractations qui sont faites en coulisses jusqu'au moment où les tractations aboutissent et puis que, du jour au lendemain, on dit tiens, il y a une volte-face, il y a un tournant à 180 degrés. Mais en fait, c'est juste que ce qui se faisait donc en sous-bassement peut, produire des effets qui changent la donne et qui montrent que les gens ont changé d'avis. En fait, c'est juste que les gens ont pu bénéficier effectivement du résultat d'une tractation. Alors, qu'en est-il réellement du cas Adil Rami, justement? Est-ce qu'il y a eu approche depuis lors, avant sa sélection en équipe de France, ou bien c'était quasiment une cause perdue? Bon, écoutez, moi je ne souhaite pas, m'appesantir plus qu'il ne faut sur son cas. Aujourd'hui, il faut prendre acte du fait qu'il est définitivement avec l'équipe de France, et puis on n'est pas ni sectaire, ni jaloux, ni envieux. On va lui souhaiter bonne chance, et puis on va partir du principe que nous avons un réservoir immense de jeunes talents marocains qui se situent partout, en France, en Belgique, en Hollande, et qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un travail qui se fait. J'ai eu la chance de participer à une mission, il y en a d'autres qui font ça également. On souhaite le faire avec un maximum de discrétion, mais avec l'objectif partagé avec vous-même et avec l'opinion publique, les spectateurs et les supporters de football, que ça produise un plus au niveau de l'équipe nationale. Monsieur Karim Alam, nous allons avoir une pause publicitaire.